Alors, Jean-Pierre Joseph, vous êtes avocat français avec une spécialité en droit de la santé. Vous êtes notamment connu pour avoir remporté des victoires judiciaires dans la défense de parents qui ont été poursuivis pour non-vaccination de leur enfant. Vous êtes, dites-moi si je me trompe, vous êtes toujours doyen du barreau de Grenoble. Oui, oui, parce que personne ne m'a rattrapé. Et vous êtes l'auteur d'ouvrages critiques dont nous allons parler aujourd'hui, dans lesquels vous dénoncez l'aveuglement volontaire et la soumission au discours dominant. Ces deux ouvrages, ce sont Même les beaufs en robe noire dansent avec le diable et Le mal français, les beaufs ne veulent pas le savoir. Alors, ces deux livres que les éditions Marcopiéteur ont eu l'honneur de publier récemment, on peut les qualifier de romans pamphlétaires, hein, c'est à la fois du roman et du pamphlet. Or, ce sont des livres bien avec lesquels il est impossible de s'ennuyer. Le style est mordant et caustique, les analyses sont fines. Ce sont deux livres vraiment très bien menés. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire tout simplement ce qui vous a motivé à les écrire? Qu'est-ce qui m'a motivé? Simplement parce que autour de moi, je vois des choses qui ne vont pas. Et je vois des gens qui, malgré la réalité qu'ils voient, ils croient plus ce qui est écrit dans le livre que ce qu'ils voient. Si aujourd'hui on leur dit qu'il neige, si la télé leur dit qu'il neige, eh ben, ils vont sortir avec le bonnet de ski et les chaussures, parce que la télé l'a dit. Voilà, on est devenus des parfaits moutons. Et toutes les couches de la société sont comme ça, hein, y compris les grands intellectuels. Et ça, c'est là que ça devient pire. Hmm, Parce qu'autrefois, les intellectuels réfléchissaient. Ils estimaient qu'il n'y avait pas de vérité acquise. Aujourd'hui, il y a des vérités incontournables, selon eux. Les vaccins nous protègent. Impossible de lever ce truc-là. Si on dit, attendez, c'est pas si simple que ça, oula, t'es complotiste, tout de suite, on se braque, on hurle, et c'est tout. hmm, Donc, il n'y a plus de possibilité de débat démocratique. hmm, On n'a plus le droit de rien dire. Euh, Coluche, aujourd'hui, il y a plein de choses qu'il n'aurait plus le droit de dire. hmm. Et pourtant, qu'est-ce qu'on se marre en l'écoutant? C'est clair. Bah oui, vous avez mis les pieds dans le plat, là on commence très fort. Écoutez, on va continuer sur cette lancée. Dans Le mal français, vous affirmez que la démocratie est une illusion et que le peuple collabore à sa propre soumission. Alors, est-ce que par là vous dites que les Français sont complices de leur asservissement? Un petit peu quand même. Ils le veulent bien. Parce que s'ils ne le voulaient pas, il y a longtemps que les choses auraient changé. Hmm, Ils se laissent faire. hmm. Aujourd'hui, euh, on est capable de courir. On était capable de courir après des gens qui étaient masqués dans les rues, enfin ceux qui ne portaient pas de masque. Mais aujourd'hui, ceux qui se mettent la cagoule, on n'est plus capable. Pourtant, ils sont moins nombreux. Mais bon, vous êtes avocat, donc c'est une notion qui vous est bien familière, la notion de complicité, mais est-ce qu'on peut reprocher et accuser des gens d'être complices s'ils ne savent pas qu'un crime est en train d'être commis? Quand les gens ne savent pas, je veux dire pas là qu'ils sont mal informés et qu'on leur projette une réalité qui n'est, qui n'est pas la réalité, peut-on vraiment les accuser d'être complices? Celui qui ne sait pas, effectivement, il a des excuses. Mais celui qui ne veut pas savoir, il n'en a pas. Certes, Hein. oui. Je me souviens, je fais un parallèle, il y a une trentaine d'années, je disais à mes amis, je pratique des arts martiaux avec un maître qui, quand il se met dans la posture du cavalier, de face, à 10, on n'arrive même pas à le bouger. Ah, c'est pas possible. Bah, venez voir. Ah, j'ai pas le temps. C'est ça qui est grave. J'ai pas le temps. Et on se permet de dire, non, non, c'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Mais quand on dit, venez voir, ah, j'ai pas le temps. Hmm. Donc, je les ai piégés. J'ai organisé une rencontre apéritif avec musique et tout ça. Donc, ils sont venus. Et là, on a montré. Ah, mais on ne savait pas, bande d'imbéciles. Ce que je leur ai dit, bande d'imbéciles, on ne savait pas. Ça fait des mois que je vous le dis.
mm, Voilà, ça se passe comme ça. C'est partout pareil, dans toutes les choses de la société. mm. Alors justement, vous parlez de couches de la société. On va revenir un peu sur le terme beauf que vous utilisez dans votre Oui, titre du premier livre. Euh, Est-ce que dans votre bouche, enfin sous votre plume, c'est un terme affectueux ou simplement une catégorie sociologique bien définie? Et puis surtout, est-ce que vous pensez que le salut viendra par les beaufs et par leur prise de conscience? oui, par leur prise de conscience. Oui, oui. Oui, donc pour vous, le beauf, c'est un peu cette majorité silencieuse ou cet électorat, si on parle en termes électoraux, un peu flottant, qui va aller un peu soit vers la gauche, un peu soit vers la droite, qui n'a pas vraiment de conviction installée. Enfin, qu'est-ce que ça représente pour vous et surtout, est-ce qu'il y a une chance de faire basculer cette part quand même significative de la population française? Le beauf, c'est celui qui fait comme tout le monde. Hmm, On l'appelait autrefois Monsieur Tout le Monde aussi. Et puis Cabu avait créé ce personnage dans les années 70. Hein. Le beauf, c'est celui qui avait la moustache, le survêtement de dimanche, euh, qui faisait du vélo en uniforme de vélo sur les routes nationales parce que sinon on ne voyait pas, qui lave sa voiture le dimanche matin, etc. Bon. Et puis petit à petit, ça a évolué parce qu'à l'époque, dans les années 70, ça ne concernait pas encore les intellectuels. Et puis cette notion de je fais comme tout le monde, elle s'est étendue à toutes les couches de la société. hmm, Les médecins, les avocats, les juges, etc. Donc les beaufs sont partout. Il y a une épidémie. oui. Oui, ils sont plus cantonnés à un niveau socio-professionnel, pour parler en ces Oui, termes. Oui. exactement. Mais alors, pour faire changer le beauf, est-ce qu'il faut de multiples, enfin, des prises de conscience individuelles, au niveau individuel, ou bien que les médias euh, soient honnêtes, fassent leur travail, disent la vérité, du moins les médias que les beaufs regardent en fait. Est-ce que le changement des beaufs ne viendra pas d'un changement des médias? Oui, parce qu'aujourd'hui, les médias ne font pas du tout leur boulot. Hein. Mm, Lorsqu'ils vous conseillent de se vacciner contre le Covid, alors que quand on va sur le site de l'Agence nationale de sécurité des médicaments, on avait les chiffres depuis mai 2021 et le nombre de déclarations des effets indésirables était colossal, colossal par rapport à tout ce qu'on avait connu depuis un siècle. J'appelle ça des carpettes, le fait de ne pas le dire mm, et de dire il faut vous vacciner, il n'y a pas d'effets indésirables. Ce sont des carpettes et des menteurs parce qu'ils savaient très bien que ce n'était pas vrai. Tout citoyen, moi-même je le faisais, sans difficulté. Je n'ai pas de compétences spéciales en informatique. J'allais sur le site de la pharmacovigilance officielle. Les mm, chiffres étaient officiels. Et quand j'ai vu les premiers chiffres, j'ai dit, mais c'est affolant. Et là, non, non. Parce que TF1 ne l'a pas dit. mm, Voilà. Tant que TF1 ne l'a pas dit, ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on explique tant de scandales sanitaires, mm, où à chaque fois, la même démarche. Ceux qui le dénoncent, ah, sont des malades mentaux, sont les victimes, oh, il faut les traiter en psychiatrie. Ceux qui en parlent, c'est des complotistes. Autrefois, ils faisaient partie de sectes. mm, Et on a eu la thalidomide, le distilbène, le vioxx, le sang contaminé, l'amiante, le nuage de Tchernobyl, le lévothyrox, la dépakine, les statines, le talc orange, mm, les, les prothèses mammaires, etc., etc. Une liste impressionnante de scandales sanitaires où c'est toujours le même processus. Et mm, dès que TF1 le dit, alors tout le monde court, y compris les experts. Ah oui, oui, on le savait, hein. mm, Ils parlent d'imbéciles. mm, Comment ça fait des morts, tout ça? oui. Oui, et puis le problème, c'est que ces mêmes experts qui assuraient que non, non, et puis que d'un coup, oui, oui, on savait, ils sont reconduits, puis ils sont toujours sur les plateaux télé. C'est un peu Oui, comme pendant la crise de 2008, personne ne l'avait vu venir parmi nos grands experts de plateau télé. Et puis le lendemain, ils disaient, oui, oui, je vous à peine des excuses, et puis ils sont toujours invités en tant qu'experts, alors que leur oui. expertise a été vraiment démolie, quoi. Il devrait avoir une trace de semelle sur le cul. Je me rappelle en 96, un groupe de victimes du vaccin hépatite B qui avait la sclérose en plaques avait réussi à faire irruption sur le plateau de TF1. Mm, Hein. C'était la surprise. mm,
Et Bernard Kouchner leur avait répondu, vos informations proviennent des sectes. Bon, ce qui fait qu'on a fait des centaines de victimes en plus, Mm. hein, jusqu'à ce qu'on se rende compte que bah, il y avait effectivement beaucoup de victimes du vaccin hépatite B. Et Oui. il y a eu même un expert en pharmacovigilance qui avait sorti un rapport qui faisait 700 pages en disant que ce vaccin avait rendu 80 000 personnes malades. Mm. Alors que la maladie hépatite B, eh bien, il y avait 3 000 cas par an en France, dont 300 graves. C'est tout. C'est Mm. tout ce qu'il y avait quand on a lancé la campagne. Mm. Donc ça, si ce n'est pas une campagne de mensonges et une attitude criminelle, je ne sais pas ce que c'est. Oui. Oui, aujourd'hui, même le Vidal, qui est quand même la Bible des médecins, mentionne l'hépatite B, enfin la sclérose en plaques notamment, comme effet secondaire du vaccin. Donc c'est reconnu. Effectivement, on est passé de 3 000 à un chiffre affreux. Ça aurait pu être évité si les médias avaient fait leur boulot, quoi. Mm. Exactement. Ouais. Il y a longtemps que les médias ne font plus leur boulot. Mm. Moi ça fait 20 ans que je le dis, ce sont des carpettes. Alors, allons un petit peu plus loin. Est-ce que le fait d'avoir des médias carpettes fait partie d'un plan satanique? Vous évoquez un plan satanique d'asservissement mondial mené à l'aide des institutions de santé. Est-ce que vous croyez vraiment que l'humanité est manipulée à ce point? Moi je ne crois rien. Il ne faut jamais croire. Il faut faire comme l'huissier de justice, il faut constater. Alors, je donne des faits et j'en déduis une hypothèse. Elle est peut-être fausse, elle est peut-être vraie. C'est au lecteur, à partir des éléments de fait que je lui donne, s'il a la curiosité de le faire, à chercher et à se demander est-ce que c'est vrai ou pas. Parce que oui, on peut se dire qu'on rentre dans la science-fiction, mais dans les années 70, si on avait dit un jour, rien qu'en étendant la main, les portes s'ouvriront, on en remettait fou, c'est de la science-fiction. Mais aujourd'hui, c'est banal. Hmm. On avait dit dans les années 70, on aura tous un petit téléphone, on pourra téléphoner comme ça partout où on est. Bon, tu vas pas, tu débloques, c'est impossible. Hmm. Il y avait même Charlie Hebdo qui avait sorti, il y a pas beaucoup de cabines téléphoniques, mais il y a beaucoup de flics. La solution est de remplacer les cabines téléphoniques par des flics. Alors il représentait un flic avec le téléphone dans le dos et un barbu chevelu qui téléphonait en disant allô, tous à la manif le 22, pendant que le flic il prenait des notes. Dans le mal français, vous critiquez le rôle de la vaccination dans l'histoire récente. Est-ce que vous pensez, comme certains, que la crise du Covid a été orchestrée? Beaucoup parlent d'expérience, de soumission collective. Est-ce que vous pensez que alors, je vais pas dire vous croyez, mais est-ce que vous avez des preuves que la crise du Covid a été orchestrée à cette fin? Alors, moi, ce que je dis, c'est quand on regarde des éléments de fait, on est obligé de se poser la question. Hmm. Premier élément de fait, suppression de 15 000 lits d'hôpitaux dans les années qui ont précédé. Hmm. Deuxième élément, interdiction de toutes les thérapeutiques avant même que le virus arrive en France. Ça, c'est vérifiable. Hmm. L'hydroxychloroquine, elle est interdite par un arrêté de janvier 2020, alors qu'on a été confiné qu'en mars. En janvier, on en parlait très peu. On avait déjà tout interdit. Non seulement l'hydroxychloroquine, mais tous les autres, l'ivermectine, la vitamine C, etc., etc. Troisième élément, gonflement des chiffres. C'est-à-dire que tous les jours, on nous disait il y a tant de victimes, etc. Mais on a appris après coup que lorsqu'un accidenté de la route arrivait aux urgences dans un état grave, on le testait et si jamais il était positif et qu'il mourait, on marquait mort du Covid. Donc on a gonflé les chiffres. Et malgré ça, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, la TIH, avait dit en 2021, en 2020, les hospitalisés Covid, ça n'a concerné que 2% Hmm. euh, des hospitalisés. Bon, donc c'était minime. Bon, mais, élément de plus, on avait sélectionné 39 hôpitaux seulement qui étaient habilités à recevoir des malades. Et naturellement,
on envoyait les médias dans ces hôpitaux-là, alors qu'il y en avait 1200, mm, plus les cliniques privées qui avaient dit on a de la place. Donc vous aviez plus de 1000 hôpitaux en France qui avaient un service Covid, il n'y avait personne. Et quand on disait aux médias, ben venez voir, ah non, 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 on va dans tel endroit parce qu'on nous a dit d'y aller. Donc personne n'y allait. mm, Alors nous, on y est allé, mm, on a vu. mm, Bon, et il n'y a pas que ça. Il y a eu plein d'autres éléments. mm, Hein. Comment a-t-on réussi ce tour de force? Eh bien, il faut savoir que quand il y avait un hospitalisé du Covid, la ligne budgétaire versée par la caisse primaire d'assurance maladie était multipliée par deux. C'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Chaliot, le statisticien. Bon, donc, bien sûr que tous les hôpitaux avaient intérêt à dire, ah oui, il est mort du Covid. Certains même téléphonaient aux familles en disant, voilà, vous aurez une subvention pour les frais d'obsèques si euh, vous acceptez que votre grand-père, il est mort du Covid. Les gens étaient un peu choqués, mais souvent, ils acceptaient. C'est comme ça qu'on a créé l'illusion qu'il y avait beaucoup de morts du Covid. mm, Ensuite, quand le vaccin est arrivé, eh bien, euh, on a su très vite, et c'était même officiel, il n'empêche pas de le transmettre, il n'empêche pas de l'attraper. mm, Bon, alors à quoi il servait? Ah, mais il préserve des formes graves. Mais les soignants qui nous disaient, on en voit tous les jours arriver aux urgences, vaccinés. mm, Donc c'est pas vrai. mm, Donc on nous a menti tout le long. mm. Donc quand on a ces éléments de fait devant le nez, et il y en a eu plein d'autres, bon, on est obligé de se dire, mais c'est pas possible. C'est prémédité. Ce Mm. qu'a expliqué d'ailleurs un scientifique américain devant le Parlement européen il y a 2 ans environ, David Martin, il s'appelle. Il a expliqué, c'est un plan prémédité depuis plus de 20 ans. Il a expliqué dans une longue déclaration pourquoi et avec quels éléments de preuve il avait. Et ça se trouve dans mon bouquin, Mm. notamment dans le tome 2, puisque le tome 1, il faut le rappeler, il avait été publié une première fois en 2011, donc bien avant, et puis l'éditrice Mescourteau, ayant eu des problèmes de santé, n'a plus pu le réimprimer. Donc, il s'est passé plusieurs années avant que Marco Pieter puisse reprendre l'édition et ressortir. Mais le tome 1, si vous voulez, l'action se passe en 2003-2004. Et le tome 2, ça se passe à l'époque de maintenant. Alors, Jean-Pierre Joseph, vous dites que vous préférez être un illuminé qu'être éteint. Est-ce qu'on doit Oui. comprendre par là qu'on vous a déjà traité d'illuminé? Oh, souvent, souvent. Je leur ai dit oui, je préfère être illuminé qu'éteint. Alors, dans Même les beaufs en robe noire dansent avec le diable, on peut lire que nous vivons sous une dictature sanitaire et judiciaire. Le mot est quand même fort. On sait ce que c'est qu'une dictature. Est-ce que vous pensez que la France est devenue une dictature sous couvert de démocratie? Est-ce que c'est un glissement vers une dictature ou est-ce qu'on est vraiment en dictature? On est en train de glisser vers, hein, où maintenant on n'a plus le droit de dire ceci, on n'a plus le droit de dire cela, etc. Bon, ce qui n'était pas le cas autrefois. La première chose qui m'avait surpris, c'est quand une première loi était intervenue concernant certains éléments historiques qu'on n'avait plus le droit de remettre en question. Ah, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'une loi, pourquoi y a-t-il besoin d'une loi? Bon, chacun devrait avoir le droit de dire, bah, Napoléon, bah, c'était une danseuse. Bon, on devrait avoir le droit de le dire. Bon. Et les autres auraient le droit de répondre en disant quels sont vos éléments de preuve. Voilà. Il y en a qui disent que la Terre est plate. Bon, au lieu de se foutre d'eux, bah, moi j'ai tendance, j'ai pas eu le temps de le faire encore, mais moi j'ai tendance à dire, a priori je n'y crois pas, mais j'aimerais bien savoir quels sont leurs arguments. À partir de là, je me ferai une opinion, à partir de ce que je sais moi. Mais ces éléments, on n'a pas le droit. Oui. Et aujourd'hui, on a trouvé quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on donne une étiquette qui décrédibilise la personne. Autrefois, quand vous aviez des parents qui venaient avec un gosse dans les bras un soir tard avec des convulsions
et qui disait euh, euh, il a été vacciné il y a quelques heures, est-ce que vous pensez quoi? Vous faites partie d'une secte? Et c'est ce qu'on leur répond encore aujourd'hui. Alors ils n'osent plus le dire. Et donc, on ne cherche pas quelle pourrait être la cause. On cherche ailleurs. Et Hmm. naturellement, on ne trouve pas. Parce qu'on ne veut pas savoir. On a tellement peur que ce soit vrai, parce que ça remet tout en question. Donc, on ne veut pas savoir. Hmm. Et j'appelle ça des imbéciles. Alors, Maître Joseph, il y a beaucoup de parents qui, surtout depuis le Covid, ont très peur d'aller faire vacciner leur enfant. C'est pas le vaccin qui refuse, c'est le produit. Moi, j'ai toujours dit, si on me donne un produit pour lequel je suis sûr qu'il va me protéger contre la maladie et qui ne sera pas toxique, mais j'y vais même à pied. Mais malheureusement, les produits qu'on trouve, ben, ils ne vaccinent pas, ou très peu, et ils induisent des effets toxiques. Donc, je ne peux pas donner ça à mon gosse. Donc, trouvez-moi autre chose. Je veux bien, mais trouvez-moi quelque chose qui ne soit pas dangereux. Hmm. S'il faut juste lui faire boire un verre de lait et qu'on nous dit ça protège, bon, d'accord. Mais si on me dit le lait, il est radioactif, ah, ben là, c'est différent. J'en Hmm. veux pas. Je veux du lait non radioactif. Alors, est-ce que dire à son médecin, très bien, j'accepte que vous le vacciniez, mon enfant, par contre, signez-moi un papier où vous me certifiez sur votre honneur que, eh bien, ce vaccin n'entraînera aucun effet indésirable chez mon enfant. Et jamais un seul médecin, à ma connaissance en France, n'a signé ce document. Jamais. Hmm. À moins que c'est intervenu ailleurs. Mais en tout cas, moi, je l'ai toujours demandé. Et à chaque fois, ah non, je ne peux pas. Et on demandait, mais pourquoi? C'est même arrivé devant des tribunaux. Ils disaient, mais le docteur est là, voilà. Mais mes clients sont d'accord, à condition que, ah non, non, je ne peux pas. Mais pourquoi? Il n'avait pas de réponse. Est-ce que vous avez remporté des affaires comme ça déjà, Oui, avec cet oui. argument? Ah oui. Puis il y a un autre argument sur le lien de causalité. On me dit, le lien de causalité n'est pas prouvé. Alors je dis, voilà ça a été le cas pour des vaccins hépatite B, où là j'ai gagné des procès. Notamment un arrêt intéressant de la Cour d'appel de Rennes, qui date déjà d'il y a pas mal d'années. Une infirmière, 40 ans, aucun antécédent médical, bonne santé, sportive et tout. Vaccin hépatite B, quelques heures après l'injection, premier symptôme, son état se dégrade jusqu'à un an ou deux plus tard, diagnostic sclérose en plaques. Quatre experts dans la procédure. Elle a fait sa procédure toute seule d'ailleurs en première instance, devant un juge des référés. Elle est allée plaider toute seule son affaire dans une petite ville de Bretagne, à l'époque où l'avocat n'était pas encore obligatoire en référé. Et elle a gagné son procès avec un magistrat intelligent d'ailleurs qui avait sorti un super jugement bien articulé. Et donc, bien sûr, elle demandait la reconnaissance professionnelle de la maladie, puisque c'était obligatoire dans son boulot et qu'elle l'avait fait pour répondre à l'obligation. Hmm. Donc la Sécu fait appel. Et en cours d'appel, quatre experts qui avaient été dans toute la procédure disaient tous qu'il n'y avait pas de lien de causalité. Mais ce qui avait interpellé la Cour d'appel, c'est que moi j'avais été saisi dans la procédure d'appel et j'étais venu voir l'expert à la réunion contradictoire d'expertise avec une valise d'une cinquantaine de livres de médecins qui écrivaient sur la dangerosité et l'inefficacité de certains vaccins. Et je lui ai remis une liste dans le cadre de ce qu'on appelle en procédure un dire. Et donc, dans un rapport d'expert, quand on dépose un dire, l'expert mentionne maître un tel a déposé un dire, voilà ce qu'il dit, et voilà ce que je réponds. Or là, l'expert, un éminent professeur de Normandie, n'en parlait même pas, comme si j'avais rien déposé. Hmm. Alors là, ça les a quand même étonnés. Et j'ai ajouté un autre argument. J'ai dit, si je donne à l'expert un coup de poing dans le nez, il n'arrivera jamais à me démontrer que le saignement de nez n'est pas une coïncidence.
puisqu'il y a des saignements de nez qui sont d'origine non traumatique. Eh bien, voilà le discours qu'il nous tient. Et donc, l'arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel, c'était le suivant. On demande à l'expert qui nous dit ça on ne sait pas d'où vient la maladie, on lui avait posé la question, mais ça ne vient pas du vaccin. Hmm. Bon, puisqu'il n'a pas de réponse, eh bien, il y a une présomption de lien de causalité. On lui a posé la question, il ne sait pas répondre. Et il affirme, comme ça ne vient pas du vaccin. Parce que la littérature médicale ne le dit pas. Et moi, je demandais, mais pourquoi tous ces bouquins ne font pas partie de la littérature médicale? Ce Hmm. sont aussi des médecins, il y a des profs de médecine, il y avait même un doyen d'une fac de médecine. Ben non. Hmm. Hein. Il y a une pensée unique qui s'est forgée petit à petit en matière médicale, comme en matière juridique d'ailleurs, une pensée unique dans laquelle il est très difficile de sortir. Pour terminer notre entretien, bah, vous savez que la question vaccinale est un vrai thème aux éditions Marco Pieter. Et bon, en France, la liberté vaccinale, on la cherche quand même. Est-ce que vous êtes optimiste sur le fait qu'un jour on puisse en France obtenir une liberté vaccinale, qu'on laisse chaque parent libre de faire vacciner ou non son enfant? Ou est-ce que vous pensez que ça va aller de mal en pis? Quel est votre sentiment là-dessus? Moi, je suis partagé entre deux sentiments, le fait que ça peut s'aggraver, mais je me souviens des propos d'un prêtre qui avait pris la parole dans une manifestation. Il était avec sa soutane et il avait dit, combien faudra-t-il encore de victimes pour qu'on se décide à regarder le problème? C'était des manifs, justement, contre le pass sanitaire, où il y avait beaucoup de monde ce jour-là, il y avait des milliers de personnes. Et effectivement, il y a tellement de victimes, et surtout le vaccin Covid a ouvert les yeux même à des profs de médecine qui maintenant commencent à s'interroger sur tous les vaccins, alors qu'avant c'était un dogme incontournable. Bon, mais je pense que ça a été de la part des gouvernements quelque chose de trop. Parce que jusque avant qu'on parle du Covid, on savait que dans toute l'Europe du Nord, rien n'était obligatoire. Bon, quand on était à Strasbourg et qu'on passait le Rhin, on savait bien que de l'autre côté du Rhin, il n'y avait plus rien d'obligatoire. Alors, on se disait, je l'ai fait dire d'ailleurs devant un tribunal à une Allemande qui vivait en France et qui avait des enfants non vaccinés. Et elle avait dit, euh, mes enfants ont la double nationalité, en Allemagne on ne vaccine pas, enfin ce n'est pas obligatoire, on a la liberté. Pourtant, il me semble que l'organisme allemand n'est pas plus costaud que l'organisme français. Et elle avait dit sur ma suggestion, ah, ya, je me souviens, mon grand-père, quand il portait le brassard à croix gammée, il disait que l'organisme allemand était plus solide. Alors le juge l'a interrompu et dit, on ne parle plus du vaccin, madame. Bon, c'est quand on tourne les choses en dérision, qu'on caricature les comportements, on a parfois des résultats. Quand on disait à Strasbourg, les petits Allemands qui viennent jouer dans les parcs, euh, vous allez demander le passe vaccinal pour eux alors que ce n'est pas obligatoire de l'autre côté? Pas de réponse. D'ailleurs, les courbes que vous avez pu voir dans le tome 2 et qui sont également dans l'édition numéro 6 du livre que j'ai écrit Vaccin, on nous aurait menti, ces courbes sur les maladies infantiles, coqueluche, rougeole, etc., etc., on voit bien que la courbe est redescendue quand les vaccinations de masse arrivent. Bon, je les ai montrées dans le cadre de la concertation citoyenne de 2016 au ministère de la Santé. Je me suis retrouvé devant un parterre de scientifiques à qui j'ai montré ces courbes. Et je leur ai dit, moi je suis juriste, je ne suis pas scientifique, j'aimerais un commentaire de votre part. Eh bien, j'ai eu un silence de mort. Hmm. Donc j'ai compris où en était la médecine aujourd'hui sur ces thèmes-là. Ah, c'est vrai qu'en matière de chirurgie, ils sont impeccables. Ils sont très forts, ça c'est vrai. Mais dans cette matière-là, ils sont prisonniers des dogmes. À Hmm. tel point que dès qu'on remet en question, ils deviennent hystériques. Ils se mettent à hurler.
on va vous signaler, on va écrire au procureur, etc. Enfin, ils deviennent complètement. On se demande ce qui leur prend. Alors, je leur dis, mais l'être humain est tellement mal foutu qu'à la naissance, il ne peut pas survivre. Parce que je me demande comment j'ai survécu. Moi qui vivais à quelques kilomètres de ce fleuve dont je vous ai parlé, où on m'a pas trop emmerdé parce que on savait très bien que de l'autre côté du fleuve, on ne vaccinait plus depuis 45. Donc, j'ai eu qu'un seul vaccin dans ma vie et j'ai voyagé dans plein de continents. Hein. J'ai croisé des gens atteints de maladies infectieuses que j'aurais dû attraper, que je n'ai pas attrapé. Hmm. Bon. Donc, c'est bien, on ne peut pas se baser sur un cas, mais je suis loin d'être le seul dans cette situation. Loin. Quand on vit d'une certaine façon, qu'on sait ce qu'il faut manger, pas manger, boire et pas boire, quand on va dans tel ou tel pays, on cible un petit peu ce qu'on choisit. Hein. J'ai traversé des pays où j'ai été criblé de piqûres de moustiques dans des zones à paludisme. Je savais ce qu'il fallait faire. Je n'ai pas pris les médicaments qu'on me préconisait pour prévenir du paludisme. Et bon, il ne m'est rien arrivé. Ça fait plus de 20 ans maintenant. Bon, donc, il y a énormément de choses à faire, à dire et à découvrir. Hmm. Donc, ce qu'il faut, c'est ne pas dire ça, c'est la vérité. Et j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, un ancien prof de médecine. Je ne sais pas où il exerçait actuellement, il est dans la région de Poitiers. Un type que j'ai rencontré grâce aux arts martiaux, parce qu'il a un haut niveau également d'arts martiaux. Et il me disait, quand je faisais cours, je disais à mes étudiants, ce que je vous dis, ce n'est pas forcément la vérité, et vous avez le droit de penser autrement, et il faut me le dire. Hmm. Ben, c'est rare pour un prof de médecine. Hmm. On n'en fait plus des comme ça. Comme vous dites. Je crois que c'est un bon mot de conclusion. On peut rester là-dessus, Jean-Pierre Joseph. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Donc on ne peut que recommander à nos auditeurs eh bien, la lecture de vos deux livres, même trois livres, vous avez mentionné le troisième, qui sont bon, qui vont en secouer plus d'un. Et puis peut-être à une prochaine pour un nouvel entretien sur plein de questions d'actualité qu'on aurait aimé aborder aujourd'hui, mais on n'aura pas le temps, sur Kennedy ou outre-Atlantique et tas d'autres sujets. Très bien. Merci Jean-Pierre Joseph et à une prochaine. À la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.